par Major. Lac intercepte. Là, c'est bon! Avant votre but, Lac Lérissard sur la glace. Et Lac Lérissard, c'est là. Un lancer magnifique par Léo Lac. Oh, le but! Bienvenue à l'Ultime Classement. Ici Pierre Houde. Au moment de revoir les différentes catégories de joueurs du Canadien de Montréal, une chose sautait à l'œil. Le poste de défenseur était le mieux garni de toutes les positions et de loin. Des 25 noms soumis à notre comité d'experts, 14 sont membres du Temple de la Renommée et de grands joueurs ont forcément été exclus du top 10, comme Sprague Cleghorn, Silvio Manta et Kenny Reardon notamment. Andrei Markov, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue aujourd'hui, n'a pu se classer plus haut que 15e. Jean-Guy Talbot, longtemps la coqueluche des partisans, a terminé au 11e rang, ratant le palmarès par un seul vote. C'était donc le scrutin le plus serré de l'Ultime Classement. Préparez-vous, voici la crème de la crème des défenseurs. Le 10e homme sur la liste finale de nos électeurs passe souvent à l'oubli. Pourtant, il a gagné 6 Coupes Stanley et un trophée Norris. Tom Johnson mérite visiblement sa nomination. Fidèle complice de Doug Harvey, les deux hommes formaient le duo défensif le plus redoutable des années 50. Johnson ne craignait pas de se servir de son gabarit imposant, mais il préférait déployer ses habiletés avec son bâton pour freiner ses adversaires. Excellent manieur de rondelle et passeur de haut niveau, il était la pierre angulaire du jeu de transition, capable de subtiliser le disque et de relancer l'attaque d'un seul geste. Il a gagné le trophée James Norris en 58, 59, en 70 matchs, 39 points. À une époque où les défenseurs n'étaient pas réputés d'aller beaucoup en attaque, étaient forcés à rester beaucoup à travailler en défensive. Alors pour moi, Tom Johnson, ça mérite de faire partie de mes meilleurs défenseurs du Canadien. Tom Johnson fut l'un des meilleurs joueurs au sein d'une des meilleures équipes de l'histoire. Souvent ignoré par les partisans, mais apprécié par nos experts, Tom Johnson occupe le 10e rang de l'Ultime Classement. Malgré le fait d'avoir passé seulement 6 ans avec le Canadien, nos experts ont jugé qu'Éric Desjardins mérite le 9e rang. La conquête de la Coupe Stanley de 1993 sera toujours synonyme des exploits de Patrick Roy, mais le défilé n'aurait pas eu lieu n'eût été de la performance de Desjardins au premier tour face aux Nordiques de Québec. Le match de sa vie, diront certains. Quelques semaines plus tard, le Canadien remportait la 24e Coupe Stanley de son histoire. Il était très efficace, mais il était effacé. On l'a découvert peut-être contre Los Angeles quand il a marqué 3 buts dans la même partie. C'est un des joueurs qui n'a pas reçu tout le crédit qu'il méritait. Et quand il est arrivé à Philadelphie, on s'est rendu compte que c'était un très bon joueur de défense. Desjardins a solidifié la ligne bleue des Flyers, jouant au match des étoiles à 2 reprises et terminant sa carrière dans l'uniforme orange et noir. On se souviendra longtemps du rôle déterminant de Desjardins en 1993 et du fait que tous ont possiblement sous-estimé sa valeur. On croit maintenant souvent, de nos jours, que la présence d'un candidat au trophée Norris dans l'alignement permet d'avoir de sérieuses ambitions de gagner la Coupe Stanley. Le dernier joueur du Canadien à être nommé le meilleur défenseur de la Ligue nationale se trouve 8e sur notre liste. Chris Chelios fut le plus grand joueur américain à enfiler le chandail bleu-blanc-rouge. Son impact à l'attaque fut instantané. Il finit au 3e rang des compteurs du club dès sa première saison. Jumelé à Larry Robinson, Chelios s'est rapidement établi comme un des meilleurs défenseur du circuit et il fut un rouage important dans la conquête de la Coupe Stanley de 1986. Seulement 4 autres défenseurs du Canadien ont réussi à franchir la barre des 20 buts. C'était un animal sur la glace. Je veux dire, c'était un passionné, un guerrier, un joueur que j'ai adoré jouer avec, que j'ai haï jouer contre lui.
On se souviendra de sa fameuse mise en échec sur Brian Propp des Flyers et du gardien Ron Hextall qui s'est vite improvisé en justicier. Chris Chelios se retrouve 8e à l'ultime classement. Un mur invisible. Cela décrit bien Jacques Lapierre. Il était le genre de défenseur qui passait souvent inaperçu. Mais si un adversaire avait le malheur de se trouver à 1 contre lui, le résultat était généralement un lancer dévié dans les gradins ou un revirement dans le coin de la patinoire. On peut dire sans trop se tromper que peu de défenseurs dans l'histoire possédaient le talent brut de Jacques Lapierre. Gagnant du trophée Calder à sa première saison, le sang-froid et la fiabilité de Lapierre furent d'une importance capitale pour la conquête de 5 Coupes Stanley. Il a mis du temps à éclore, mais ça a été un défenseur très, très efficace. Et quand il a gagné le trophée Norris, Scotty Bowman a dit de lui qu'à ce moment-là, il était le meilleur défenseur défensif de la Ligue. Mais c'est en 1971 que Lapierre a connu ses plus grands moments. En série, il a amassé 4 buts et 13 passes, en plus de dicter la teneur des matchs à chaque fois qu'il sautait sur la glace. C'est lui qui a été mandaté par Al McNeil pour protéger une avance de 3-2 à Chicago dans le 7e match de la finale. Et c'est Lapierre qui fut le premier à étreindre le jeune gardien Ken Dryden au son de la sirène. Malheureusement, une blessure sérieuse à un genou mit un terme à sa carrière en 1974. Il s'est vite retrouvé derrière le banc et devint l'un des plus grands entraîneurs adjoints de l'histoire de la Ligue. C'est tout un début, mais le meilleur reste à venir à l'ultime classement. Les 3 prochains joueurs employaient des styles plutôt différents. Un était robuste et l'image même de la constance. L'autre était un artiste. Et le troisième était l'un des patineurs les plus talentueux à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Émile Bouchard était un géant dans tous les sens. Son gabarit et la qualité de son jeu défensif permettaient à ses coéquipiers plus talentueux de lancer le jeu de transition. Celui qu'on appelait Butch fut un pilier de rock pour la concession pendant les 15 années qu'il a passées dans le giron du Canadien. L'homme le plus fort de la Ligue, Bouchard pouvait jouer dur, mais jamais à l'extérieur des bornes du fair-play. Il jetait rarement les gants, mais dans les cas où c'était de mise, les adversaires comprenaient vite qu'il ne fallait pas lancer le défi plus d'une fois. Jouant à une époque où les défenseurs traversaient rarement la ligne du centre, la spécialité de Bouchard était de soutirer la rondelle aux attaquants adverses. Éloquent et sympathique, Bouchard était la force tranquille du vestiaire. L'influence de son leadership a d'ailleurs continué à se faire sentir longtemps après sa retraite. Il a porté le C du capitaine avec fierté pendant 8 saisons et a remporté 4 Coupes Stanley. Populaire auprès des partisans et des médias, Émile Bouchard eut l'occasion de voir son chandail hissé dans les hautes sphères du Centre Bell à l'occasion du match du centenaire du club. Émile Butch Bouchard. Un grand honneur pour un des grands gentlemen du hockey. Émile Bouchard mérite amplement sa 6e position à notre palmarès. Original, magicien, star, tous sont des qualificatifs qui s'appliquent au 5e sur notre liste. En décrivant un match, il m'arrive parfois de dire qu'un joueur me fait penser à un Raymond Bourque ou un Denis Potvin, par exemple. Mais vous m'entendrez rarement dire qu'un joueur me fait penser à Jean-Claude Tremblay. La raison est bien simple. Il ne pouvait y en avoir qu'un seul, le Saguenéen d'origine étant véritablement unique en son genre. Le meilleur mot pour résumer le joueur qui était Jean-Claude Tremblay, c'est magicien. Il faisait de la magie sur la patinoire. C'était au niveau du maniement de la rondelle, au niveau du coup de patin, au niveau de tout ce qu'il faisait, c'était un magicien. Et si Jean-Claude Tremblay n'avait pas tourné le dos aux Canadiens pour aller à Québec et pour aller dans l'Association mondiale de hockey, son chandail serait probablement retiré et il y aurait sa place au temple de la renommée du hockey.
Prenez par exemple son habitude de lancer la rondelle très haut dans les airs, depuis la zone neutre. Il avait un talent unique pour la placer de façon à ce qu'elle bondisse capricieusement, souvent jusque dans le filet. Well, I wouldn't actually say that I rank J.C. Tremblay low. If you look at the list, every person on the list that I ranked ahead of him is in the Hockey Hall of Fame, and so is the guy right behind him. So I don't think there's any snub of J.C. Tremblay, who was a great defenseman, but he's not in the Hall of Fame either. Mais la toile sur laquelle il s'exprimait le plus librement était l'avantage numérique. C'était comme si les autres joueurs étaient au ralenti. Tremblay trouvait toujours une façon de faire cette passe incisive ou ce tir bien ciblé du point d'appui. Jean-Claude Tremblay a gagné 5 Coupes Stanley avec Montréal avant de quitter pour Québec dans l'Association mondiale. Comme bien des artistes, il fut incompris par certains, mais adoré par d'autres. Il était clairement apprécié de nos experts qui l'ont choisi au 5e rang. Pendant sa dynastie des années 70, le Canadien débordait de joueurs exceptionnels. Mais quand on demandait à l'entraîneur Scotty Bowman lequel d'entre eux il voulait sur la patinoire lors d'un moment crucial, il répondait sans hésitation « Guy Lapointe ». Ce dernier a intégré l'alignement dès sa première saison dans la Ligue nationale en 1968, réalisant ainsi son rêve de jeunesse, jouer avec son idole Jean Béliveau. Il a étonné en comptant 15 buts, ajoutant 29 passes et inscrivant son nom sur la Coupe Stanley au passage. On a dit de lui qu'il était le quart arrière du Big Three, ce qui est un très bon compliment parce que le Big Three était complété par Larry Robinson et Serge Savard. Pourquoi on disait ça de lui? Parce qu'il était très, très offensif. Un défenseur du Canadien qui a connu 3 saisons de 20 buts, dont une saison record de 28 buts, qui résiste encore. Pendant les 8 saisons qui ont suivi, il était l'un des défenseurs d'élite dans la Ligue nationale de hockey. Son coup de patin, son lancer et son talent de passeur étaient tous hors catégorie. Il avait tout pour dominer aux 2 bouts de la patinoire. Guy Lapointe n'a peut-être pas eu la longue carrière de plusieurs de ses pairs, mais son empreinte sur une équipe que plusieurs considèrent la meilleure de tous les temps était indéniable. Même que plusieurs partisans lamentent le fait que son chandail n'est toujours pas retiré. À son mieux, Guy Lapointe fut parmi le groupe sélect des plus grands joueurs à endosser l'uniforme du tricolore. Il aurait donc pu se retrouver encore plus haut à notre classement. Au retour, nous énumérerons les 3 premiers de l'ultime classement. Alors nous voici maintenant rendus aux 3 finalistes. C'est un groupe chevronné qui compte 20 Coupes Stanley à son actif. Ses membres sont tous parmi le groupe sélect des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Le 3e homme sur notre liste a non seulement mené le club sur la glace, mais aussi dans le bureau de direction. Il faisait partie d'une longue tradition. Au moment où un des grands cédait sa place, un autre joueur était prêt à reprendre le flambeau. Lorsque ce natif de l'Abitibi fit ses premiers pas avec le Canadien à l'âge de 18 ans en 1967, peu de gens auraient prédit que Serge Savard jouerait 18 saisons et remporterait 8 Coupes Stanley. C'est ma 8e Coupe Stanley. Franchement, ça l'est beaucoup apprécié parce qu'on est quand même venu de très loin, surtout quand on pense, on est venu à quelques minutes près d'être éliminé par les Bruins de Boston. En fait, aucun défenseur dans l'histoire de la Ligue n'a remporté autant de championnats. Mais les gens ont souvent eu tendance à sous-estimer Savard. Ils oublient qu'à la fin des années 60, le débat était de savoir qui d'entre Savard et Bobby Orr était le meilleur joueur. C'était un des grands dans l'histoire de Big Three, c'est évident. Savard jouait en avant, en désavantage numérique. Il pouvait jouer à droite, à gauche. C'est pas tous les défenseurs qui peuvent faire ça. La seule petite bémol que je mettrais sur Serge Savard, c'est son coup de patin. C'est évident qu'avec les opérations qu'il y a eu au genou, il y avait un peu plus de difficultés. Mais il tournait souvent, on disait seulement d'un côté, mais lui, il tourne encore, puis Bobby Orr ne tourne plus du tout. À ses 2 premières saisons, Savard a devancé Orr en remportant 2 coupes et devint le premier défenseur à gagner le trophée Conn Smythe en 1969. Mais sa carrière fut compromise par 2 sérieuses fractures aux jambes.
celui qu'on a surnommé le sénateur, a réussi à revenir au jeu et à adapter son style pour devenir un défenseur à caractère défensif, parmi les plus dominants de l'histoire. Leader incontesté, Savard est devenu célèbre par sa capacité de pivoter subitement, ce qui lui permettait de semer les attaques en échec avant, que le grand Danny Gallivan a surnommé de Spinorama dans l'une de ses descriptions, une appellation encore bien reconnue aujourd'hui. Il a remporté 8 coupes comme joueur, dont celle de 1979 en tant que capitaine. Il a guidé le club à 2 autres championnats comme directeur général et son numéro 18 fut retiré en 2006. Serge Savard est bon 3e au palmarès des meilleurs défenseurs de l'histoire du Canadien de Montréal. On se souviendra toujours du repêchage de 1971 pour le premier choix du Canadien, un certain Guy Lafleur. Mais à la fin du 2e tour, le très perspicace Sam Pollock a mis la main sur un grand gaillard issu d'une ferme laitière à Winchester, près d'Ottawa. Était-il un attaquant ou un défenseur? On l'ignorait à l'époque, mais le Canadien a décidé de plonger dans l'optique que Larry Robinson jouerait éventuellement un rôle important avec sa charpente de colosse. Eh bien, le garçon est vite devenu un homme. Dès sa première saison avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse, les rumeurs ont commencé à filtrer jusqu'à Montréal au sujet du jeune homme aux cheveux roux qui dominait la Ligue avec sa vitesse et ses mises en échec tonitruantes. Les partisans au Forum ont constaté que c'était bien plus qu'un simple battage publicitaire quand Robinson fut rappelé au cours de la saison 1973-74. The most amazing thing about Larry Robinson is that he absolutely did it all. I mean, offensively, defensively, physically. And I know the Philadelphia Flyers know how tough he is. The Boston Bruins know how tough he is. At a time when hockey was really rough and tumble, Big Bird could handle it with the absolute best. There wasn't a facet of the game this guy couldn't play. Il est resté par la suite dans l'alignement 17 saisons au total, disputant plus de 1200 matchs, en plus de gagner 6 Coupes Stanley et 2 trophées Norris. Au début des années 1970, les Broad Street Bullies de Philadelphie intimidaient la Ligue, avec leur style agressif, parfois limite. En 1975-76, les autres clubs de la Ligue nationale, dont le Canadien, en avaient assez. Well, this guy was the best monster defenseman. He could play beautifully in his end, and he was tough. He once beat the crap out of Dave Schultz, and that put the Canadiens on their way to a Stanley Cup in 1976. No question about that. En série, le Canadien a balayé les Flyers en 4 matchs, grâce notamment à Robinson, dit le Big Bird, qui patrouillait la patinoire avec une confiance inébranlable. Le Canadien avait tenu tête à la brute et l'univers entier du hockey l'applaudit. Ça fait partie du Big Three, évidemment, dans les très bonnes années du Canadien, avec Serge Savard et Guy Lapointe. C'était un gars que tout le monde appréciait, c'était un gars qui aimait faire des jokes, c'était un gars qui était très relax dans la chambre des joueurs, puis contait des histoires. Robinson était devenu un joueur complètement dominant qui pouvait faire basculer un match ou un adversaire à n'importe quel moment. Tous se souviennent de sa percutante mise en échec à l'endroit de Gary Dornhoefer. Il avait la carrure, la force, le talent d'une légende. Plus encore, il possédait la faculté de s'adapter à n'importe quelle tactique ou style de jeu. Il attaquait tous les défis de front. C'est pourquoi Larry Robinson est un des monstres sacrés du hockey. Nous sommes arrivés au moment de dévoiler le numéro 1. Nous le ferons après cette courte pause à l'ultime classement. Nous voici maintenant au moment tant attendu. Celui qu'on a jugé le meilleur défenseur de l'histoire du Canadien a remporté la palme de justesse devant Larry Robinson. Mais avec 7 trophées Norris remportés au cours d'une carrière qui a révolutionné sa position, ce n'est pas par accident qu'il se trouve au sommet de notre classement. Montréalais d'origine, Doug Harvey était un athlète né, même qu'il aurait pu devenir joueur de baseball professionnel. Les Braves de Boston l'avaient d'ailleurs recruté.
En bout de ligne, il a préféré ses patins à son gant de baseball. Doug Harvey adorait sincèrement jouer au hockey et il adorait plus particulièrement le Canadien de Montréal. Son premier match fut un revers de 2-1 contre les Rangers, au cours duquel l'entraîneur Dick Irvin a quand même découvert que Harvey savait contrôler la cadence d'une rencontre. Il portait toujours la rondelle avec aisance, mais à son rythme, lisant patiemment le jeu qui se déroulait devant lui. Retour, Harvey. Il a fallu quelques saisons avant que Harvey devienne un défenseur d'élite. Mais en 1952, il fut sélectionné au sein de la première équipe d'étoiles de la Ligue nationale. C'est un honneur qui lui a été remis 10 ans de suite. Harvey est devenu le général sur la patinoire pour une équipe bourrée de talent. Il était imbattable dans la zone défensive et impossible à stopper dans la zone offensive. I never saw Doug Harvey make a mistake. He was the great quarterback of a great engine. I think he was flawless. Pendant la série de 5 coupes consécutives dans les années 50, Harvey a atteint un état de grâce. On parlait déjà de lui comme le meilleur de tous les temps. 6 trophées Norris. Et sa grande force à lui, c'est qu'il contrôlait le jeu. Il pouvait dicter la vitesse du jeu sur la patinoire parce que quand il était en contrôle de la rondelle, il se passait des choses que Doug Harvey lui-même voulait faire. Les autres étaient obligés de le suivre. Mais sa carrière ne s'est pas déroulée sans controverse. En 1957, Harvey et Ted Lindsay des Red Wings de Détroit se sont insurgés contre le traitement inéquitable dans le régime des rentes de la Ligue nationale. Ils ont défié les propriétaires en menaçant de former un syndicat. En bout de ligne, ils ont essuyé une rebuffade et Harvey fut échangé aux Rangers de New York. Il a continué à jouer au hockey professionnel jusqu'à l'âge de 45 ans, terminant sa carrière avec les Blues de Saint-Louis en jouant contre le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Utilisé 40 minutes par match en moyenne, il demeurait toujours le meilleur joueur sur la patinoire. Doug Harvey jouait le tout pour le tout sur la glace, mais il en faisait autant dans sa vie privée. Ses vieux démons ont fini par le rattraper. Mais comme joueur de hockey, on se souviendra toujours de lui comme étant le meilleur défenseur de l'histoire du Canadien de Montréal. Voilà tout un groupe d'élite, plusieurs des plus grands de l'histoire. Ici Pierre Houde, merci encore une fois d'avoir été des nôtres pour l'Ultime Classement.